un nouveau chapitre qui est très court, qui doit être fait en 2 heures. Donc nous, on pourra le faire en 2 ou 3 séances. Et ce que je vais faire pour pas que ce soit déplaisant pour vous et que vous y trouviez de l'intérêt en termes de connaissances, de compréhension du monde, etc. Prenez juste quelques notes à chaque fois, mais moi, je vous déposerai ensuite mon cours que j'ai entièrement tapé parce que d'habitude, moi, mon cours est tout écrit en abrégé, donc difficilement lisible pour les autres personnes. Donc, je le déposerai sur le NT avec le diaporama. D'autre part, je vous ai déposé un texte sur le NT. On ne le corrigera pas aujourd'hui. On le fera donc quand on se retrouvera mardi prochain ou samedi prochain. Mais lisez-le pour qu'au moins, quand on travaille dessus… Est-ce que vous avez des questions sinon, à part ça? Non. Aucune. Vous avez vu qu'on reprend début juin normalement, hein. Enfin, si c'est pas Oui. encore calé. Donc voilà. Alors, ce nouveau chapitre, en fait, porte sur la partie 3, l'échelle de gouvernement. Donc, on avait commencé en cours avec le chapitre sur la France, mais je l'ai laissé de côté parce que comme on avait commencé à le faire en présentiel, je préférerais qu'on le finisse en présentiel. Ensuite, on a fait le chapitre sur l'Union européenne. Et là, donc, c'est un nouveau chapitre, même si on est en histoire. Par contre, le dynamisme, j'arrête tout de suite. Vraiment, j'arrêterai tout de suite. Donc, c'est un chapitre qui porte sur la gouvernance à l'échelle mondiale. Donc, on a vu à l'échelle de la France comment l'État continue de jouer un rôle. On a tout juste commencé le chapitre. Ensuite, à l'échelle régionale, c'est l'Union européenne. En quoi elle prend en charge de nombreuses décisions maintenant. 25% à peu près des décisions qui se font en France, en fait, sont liées à l'Union européenne. Et là, maintenant, l'échelle mondiale. Alors, on va faire, à partir de maintenant, on va faire des cours assez différents. C'est-à-dire que moi, je vous enverrai mon cours tapé. Et attendez, il y a Anis qui arrive. Voilà. Et les diaporamas que je projetterai il y aura beaucoup de documents, et à partir des documents, donc voilà, je vous poserai des questions. Donc, pour introduire le sujet, alors vous pouvez noter si vous voulez partie 3, chapitre, etc. Mais comme vous allez tous faire plus tard, j'ai vu sur vos vœux, Parcoursup, etc. Le chapitre d'aujourd'hui, il est assez théorique, enfin d'aujourd'hui, la semaine qui arrive, il est assez théorique, mais en même temps, il va être très utile. Alors, la question déjà qu'on va poser, puisque on fait l'introduction, attendez, il y a Eden maintenant, c'est qu'est-ce que la gouvernance? Alors, qu'est-ce que la gouvernance et quelles critiques on peut lui formuler? Alors, d'après l'organigramme qui s'affiche devant vous, qu'est-ce que c'est que l'échelle mondiale? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une gouvernance? On l'avait déjà évoqué quand on a fait le chapitre sur la mondialisation. Et quelles sont les institutions qui peuvent représenter cette gouvernance? Alors, je vous écoute. À chaque fois, je ferai comme ça, hein. Il y aura des diapos, voilà, avec des questions, et c'est un peu les réponses aux questions qui constituent le cours. Et le cours, ensuite, je vous l'envoie parce qu'on ne va pas passer 3 heures à le noter. Enfin, si ça vous convient comme ça. Sinon, effectivement, on peut faire plus comme on fait d'habitude. Là, c'est vraiment plus un cours dialogué où vous êtes vraiment en activité. Si ça ne vous convient pas et que vous préférez qu'on fasse comme on faisait avant, c'est-à-dire où je vous dicte, etc., on peut faire ça aussi. Voilà, vous me direz à l'issue de cette séance, pardon, si ça vous a convenu ou pas. Alors, je vous écoute. Regardez, c'est vraiment pas compliqué. Dites-moi, qu'est-ce qui permet pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin d'organiser, de prendre des décisions à l'échelle mondiale et quelles sont ces institutions qui permettent de les prendre en compte? Si c'est moi qui dis tout, ça va être, ça va aucun intérêt. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Les 4 couleurs qui sont choisies, 5 couleurs qui sont choisies pour… les citoyens. Donc les citoyens, alors là, c'est qui a pris la parole? Guillaume. Guillaume, d'accord. Alors, effectivement, les citoyens peuvent s'exprimer. D'accord? Ça, c'est vrai. À travers des associations privées, des ONG. Ce qu'on appelle la société civile, c'est en fait vous, vos parents, quand ils s'expriment, voilà, comme ça. Mais ils ne sont pas forcément dans des associations ou autres. Donc effectivement, mais vous voyez, la flèche, elle est assurée, hein, parce que ce n'est pas eux qui jouent un grand rôle. Ensuite, qui s'exprime encore? Tout ce qui est les regroupements régionaux comme l'UE sur lesquels on a déjà travaillé. Exactement. Autre instance qui joue un rôle à l'échelle mondiale, même si l'échelle d'organisation est régionale, essentiellement, c'est donc les organisations régionales, donc l'Union européenne, l'ALENA, le Mercosur, hein, qui regroupe 5 pays d'Amérique latine. Et puis, on voit aussi écrit club, G8, G20, BRICS. Alors, quelqu'un rappelle qu'est-ce que c'est que
ces dénominations. Attendez, excusez-moi, il y a Léna que j'admets. Alors, qu'est-ce que ça veut Les dire, Léna? BRICS, c'est le Brésil, tout ça, la Russie. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, donc qui sont les 5 puissances émergentes, oui. G8 et G20, qu'est-ce que c'est? Le G8, du coup, c'est les 8 premières puissances mondiales. Voilà, 8 premières puissances mondiales, 8 premières puissances économiques mondiales, tout à fait. Vous me les rappelez? Il y a la France. La France, Les États-Unis, États-Unis, et la Chine. non, pas la Chine. Non, ah oui, non, ça. L'Allemagne, L'Allemagne, oui. l'Angleterre, L'Angleterre. Un autre pays en Europe. Il y a la Russie, non? Non. Alors, enfin, oui, vous avez raison. Effectivement, la Russie, mais c'est le G8, c'est le numéro 8, si vous voulez. Donc, il y a aussi l'Italie et le Canada. Voilà. Et donc, vous avez 8 pays, le groupe G, un des 8 pays les plus riches industriellement, les plus puissants en tout cas, économiquement. Et le G20, alors? Vous ne vous rappelez pas du Le G20? G20, c'est la même chose, mais avec les 20 premiers pays. Voilà, les 20 pays donc qui jouent un rôle à l'échelle mondiale, mais qui sont moins puissants, qui veulent s'affirmer face à eux. Et donc dedans, dans le G20, il y a les BRICS, hein, on n'oublie pas ça. Donc ça, effectivement, c'est à l'échelle des États. Alors il y a États, et donc c'est l'échelle nationale, regroupements régionaux, et à l'échelle mondiale, les G8, G20, etc. Alors, question maintenant, avant de parcourir tous les aspects de l'organigramme, comment ça se fait que des associations comme l'Union européenne, l'ALENA, etc., on peut dire qu'à la fois, ils favorisent la mondialisation et donc la gouvernance mondiale, c'est pas la même chose, hein, on va définir tout ça ensemble, et en même temps, ils la freinent. On avait évoqué ça en géographie. En quoi ça favorise la gouvernance mondiale, ces associations? Elles permettent aux pays qui en font partie de le multilatéralisme, de se concerter, quoi. Alors effectivement, ça permet une concertation et par leurs échanges économiques, etc., ça permet de donner une puissance aux États qui en font partie et donc de jouer encore plus un rôle à l'échelle mondiale. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'ils freinent aussi cette gouvernance mondiale et cette mondialisation? Pourquoi on peut dire qu'ils la freinent? Parce que c'est dur pour tous les pays d'être en accord. Alors d'abord, il y a ce problème effectivement de choix de décision, mais surtout parce que ce sont des pays qui échangent surtout entre eux. Les pays de l'ALENA, voilà, les Mexique, États-Unis, Du coup, Canada, ceux les qui pays en de font l'Union. pas partie. Pardon? Du coup, c'est ceux qui en font pas partie de ces organisations. Exactement, exactement. Donc ça joue un rôle ambivalent. Elles jouent un rôle ambivalent, ces organisations. Alors j'ai utilisé le terme de mondialisation et j'ai utilisé le terme de gouvernance. Alors, qu'est-ce que mondialisation? C'est plutôt, ça désigne, alors la définition vous la connaissez, hein, mais ça désigne plutôt quel aspect de notre vie de tous les jours, la mondialisation? Plutôt l'aspect culturel. Culturel un peu, La mais consommation. oui, la consommation, donc c'est économique. D'accord, c'est économique. Alors que par gouvernance, qu'est-ce qu'on entend plus par gouvernance? la politique. Voilà, c'est plus une dimension politique, oui. Et le social? Alors, pas trop. On va voir que voilà, qu'il y a les instances essayent de mettre en place, comment dire, des institutions justement pour régler certains problèmes sociaux, mais à la base, pas trop. Alors ensuite, vous avez aussi donc échelle des entreprises, d'accord? Et puis vous avez échelle des organisations internationales, FMI donc, Banque mondiale, OMC. Et on vous met au milieu, donc gouvernance, règles, instances, négociations. Alors, d'après tout ce qu'on a dit là brièvement, comment on pourrait définir la gouvernance? À quoi elle sert et quel est son but? De faire en sorte que les pays s'entendent. Alors, puisque certains problèmes touchent le monde entier, comme ce qui se passe actuellement par exemple, hein, certains problèmes touchent le monde entier, de plus en plus, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, etc. etc. Depuis les années 70, on a imaginé, en fait ça date même d'après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est encore plus accentué depuis les années 70, on a imaginé des institutions qui pouvaient gérer les affaires du monde à l'échelle mondiale. Et ce qui permet de mettre en place cette gouvernance, c'est toutes ces échelles-là. Donc des organisations internationales, les entreprises, la société civile et des organisations régionales.
Donc voilà ce que c'est la gouvernance. C'est une forme de direction du monde qui met en place des règles, des négociations pour gérer des problèmes qui se jouent à l'échelle mondiale. Est-ce que vous avez compris ce que ça voulait dire? Pour l'instant, on n'est qu'une ébauche de définition, hein, parce qu'on commence juste le chapitre. Donc, si vous avez juste déjà compris ça, ça suffit. Alors, est-ce que vous préférez comme de temps en temps que je vous laisse une minute pour noter un peu quand même, pour vous penser que ça va plus facile pour vous de vous approprier, ou on enchaîne? Moi, ça me va, mais on peut enchaîner. Moi, les deux. Ouais, moi, ça va. Voilà, Moi, je pense on va que faire comme ça, Enchaîner, on va hein, pas. si on veut. on peut enchaîner. On va passer au. Donc, on va faire comme ça. Vous prenez la parole, sauf que le problème, c'est toujours les mêmes, hein. C'est Guillaume, c'est Martin. Donc voilà, ça serait bien que ce soit. Voilà, Lily, pardon, excusez-moi. Ça serait bien que que ça tourne un peu. Première chose. Deuxième chose, peut-être quand même pour que vous vous appropriez, même s'il n'y a pas le bac, notez une ou deux idées, parce que quand on écrit, voilà, c'est forcément mieux d'être complètement passif, surtout pour ceux qui ne prennent pas la parole. Donc voilà, là on rentre dans le sujet, hein, on est dans l'introduction et on essaie de définir la gouvernance. Alors avant de passer à la deuxième diapo, d'après cet organigramme, pourquoi elle est critiquée et pourquoi on peut même déjà dire que finalement elle ne fonctionne pas véritablement? La question c'est les critiques. À votre avis, selon l'organigramme, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Les pays du tiers-monde, ils n'ont aucun poids dans cette gouvernance mondiale. Oui, tout à fait. Donc effectivement, le premier point, mais même quand on voit G20, il y a 200 États dans le monde. Donc c'est Solal, hein, qui vient de prendre la parole, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Non, c'est juste pour voir comment ça fonctionne bien, parce qu'il y a eu un cadre autour. Donc effectivement, le G20, c'est les 20 pays les plus riches économiquement. Donc les autres, hein, puisqu'il y a 200 États dans le monde, ça veut dire qu'au mieux, il y a 10% des pays qui jouent un rôle. Donc ça, c'est le premier point, effectivement. Donc de la critique qu'on peut faire, c'est qu'il y a 90% de la planète qui ne prend pas part à ces décisions. Et ensuite, même si alors là, c'est très juste ce que vous dites, parce qu'en plus, vous avez commencé par ce qui était le plus général. Si maintenant, on resserre encore plus la critique, regardez dans la case échelle des États, association d'États, etc. Si on pense à l'Union européenne, à l'ENA, le Mercosur, bon, et même si on se resserre sur l'Union européenne, à l'ENA, qui parmi ces pays joue encore plus un rôle finalement? Non seulement c'est les pays du tiers-monde qui ne jouent pas, alors on ne dit plus tiers-monde. Tiers-monde, n'oubliez pas, c'était un terme qui était utilisé au moment de la guerre froide pour désigner les pays qui étaient ni capitalistes ni communistes. Donc c'est un terme depuis 1989-91, la chute donc de l'URSS, qu'on n'utilise plus. Et on dit maintenant quoi alors à la place de tiers-monde? C'est plus Est-Ouest, l'organisation du monde, mais elle est, vous savez, Nord-Sud, très juste. Nord-Sud, même si on a vu que les Suds, ils étaient multiples, etc. etc. Donc les pays du Sud. Et si vous regardez, même si on laisse de côté les pays du Sud, même si on regarde les pays du Nord, qui c'est qui prend les décisions au FMI, à l'OMC, à l'Union européenne? Comme les États-Unis. Voilà. Exactement. Alors évidemment, ce qui se passe, tout ça est en train d'être remis complètement en question, hein. Je ne sais pas si vous regardez chaque jour les chiffres, mais il y a un parallèle qui a été fait d'ailleurs intéressant en termes de nombre de victimes du Covid aux États-Unis et autre chose, pour vous montrer, si on fait ce parallèle aux États-Unis, à quel point ça a été un traumatisme. Est-ce que vous avez une idée, ce que vous avez suivi? La guerre du Vietnam, ça fait plus Exactement, exactement. On fait partout le 58 000 morts. Alors, c'était un chiffre d'il y a 2-3 jours que je vous dis, hein. Avec le chiffre de la guerre du Vietnam, effectivement, il y a 58 000 soldats qui sont morts de la guerre du Vietnam. Alors, c'est pas pareil, bien sûr, parce qu'il y a des violences et que les soldats, souvent, ils ont 20 ans, 25 ans, alors que parmi les morts du Covid, beaucoup de gens sont très âgés. Mais pour vous montrer à quel point c'est un traumatisme. Et donc, deuxième critique qu'on peut faire à cette gouvernance, c'est qu'effectivement, ce sont les pays les plus puissants, comme les États-Unis ou les États de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, etc., qui prennent les décisions. Donc, c'est la deuxième critique qu'on formule. Et la troisième qu'on pourrait faire, donc ça, vous voyez, par exemple, vous pouvez peut-être le noter. Vous mettez intro, partie 3, donc gouvernance, vous avez mis 2-3 mots, et vous pouvez mettre 3 critiques, comment dire, les pays du Sud en sont exclus. Au sein des pays du Nord, ce sont les plus puissants. Et puis alors, maintenant, si vous regardez, ça va être la troisième critique, on va passer à la diapo suivante. Si vous regardez les institutions qui représentent la gouvernance, le FMI, l'OMC, la Banque mondiale, qu'est-ce qu'elles favorisent, ces institutions, surtout?
Rappelez la définition. L'OMC, c'est quoi? Organisation mondiale du commerce. Quel est le but de l'OMC? Mondialisation, échange commercial. Voilà, de favoriser les échanges commerciaux sans que les États interviennent et donc favoriser la liberté de circulation des marchandises, mais donc à des prix qui sont décidés par les, par les entreprises. Et donc, qui ne favorisent pas, par exemple, les petits producteurs ou les États qui sont fragiles, etc. etc. Donc, l'idée, c'est que les marchandises, quand elles circulent dans le monde, elles ne payent pas de taxes. Voilà. Donc, les États-Unis, eux, qui produisent en grande quantité, je ne sais pas où, la Chine, des vêtements, du textile, etc., envahissent tous les autres marchés. Et les petits pays qui ont, comme le Mali, par exemple, qui produisent beaucoup de coton, qui pourraient, en vendant leur textile, s'en sortir, comme ça a un coût plus important parce qu'ils sont moins modernisés, moins mécanisés, etc., face à cette invasion de textiles chinois, sont complètement coulés. Donc, elle favorise, troisième critique de la mondialisation, de la gouvernance, excusez-moi, mondiale, elle favorise le libéralisme et le capitalisme. Donc, le libéralisme, c'est la liberté donc, de commercer, d'entreprendre, et le capitalisme, qui est lié, c'est donc le profit. Mais donc, c'est forcément au détriment de toute la dimension sociale. Donc, voilà comment on rentre dans le sujet. Alors, on va passer maintenant, à part si vous avez des questions, on va passer maintenant à la deuxième diapo. On est toujours dans l'introduction. Hein. Alors, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que quand je fais... alors, 2 secondes, juste ça prend un peu de temps, parce que quand c'est comme ça, j'ai remarqué que je devais... Voilà, je dois quitter mon diapo et revenir. Voilà. Alors, on est donc à la deuxième diapo. On est toujours dans l'introduction et on fait un petit retour en arrière, historique. Donc, le sujet, en fait, commence de 1975 à aujourd'hui. Hein, donc, la gouvernance mondiale de 1975 à aujourd'hui. Et donc, pour rentrer dans le sujet, on essaie de comprendre donc, ce que c'est que la gouvernance. Et on fait toujours, dans une introduction, une accroche. Donc là, c'était une accroche pas liée à une citation parce que c'était voilà, mais c'était plus un peu déjà on critique un peu la gouvernance. Et maintenant, on fait le contexte, si vous voulez. Donc on revient un peu en arrière et on va parler du système de Bretton Woods dont on a parlé quand on a travaillé sur le chapitre sur les États-Unis. Alors vous avez 3 documents. Alors faites pas attention aux chiffres des documents. Parce que j'ai pas tout mis, voilà. Donc vous avez 3 documents. Vous en avez un, ça vous explique comment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, fonctionne le système monétaire international. Ensuite, vous avez une carte, et puis vous avez ensuite un mini-organigramme. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que c'est que le système de Bretton Woods qui est mis en place en 1944? Alors, si vous avez oublié, c'est normal. Hein, mais... Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, pour vous aider, aidez-vous du petit schéma qui est sur la gauche, là, qui est écrit numéro 3. Un système monétaire international. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Rappelez-vous de ce qu'on avait dit à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Quelle est la situation économique mondiale? Les États-Unis sont... C'est les États-Unis qui détiennent... Les pays d'Europe sont très endettés. Tout. Voilà, tous les pays européens sont très endettés. Exactement, tous les pays européens sont très endettés. Et les États-Unis, voyez le chiffre, hein, détiennent 60% des réserves mondiales d'or, donc en 1944. Voilà. Et les États-Unis, s'ils sont tout seuls avec cet argent, ils ne vont pas faire grand-chose. Donc, il leur faut des partenaires commerciaux. Alors, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Alors là, je ne fais pas appel au schéma, on va y revenir, mais je fais plutôt appel à vos connaissances. Qu'est-ce qu'ils mettent en place comme plan qui a donc des raisons... Oui? À se reconstruire économiquement, ceux qui ont eu du mal à bien sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Élise, oui, tout à fait. Aider les pays qui sont donc fragilisés par la guerre, à sortir de leur pauvreté. Donc, il y a une dimension altruiste, hein, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est une démocratie, ces pays, ce sont des démocraties, donc on ne va pas les laisser dans leur coin. Donc, il y a cette première raison qui les anime. La deuxième, elle est plus, donc là, on dira que c'est une raison morale, si vous voulez. Voyez. La deuxième raison, elle est géopolitique. Quelle est la situation qui est en train de se profiler dans le monde à partir de 1944? C'est pour éviter que les communistes arrivent en Europe.
Enfin, plus avant aider les États-Unis. Donc elle, l'armée rouge, elle est à nouveau, elle commence à être victorieuse, donc depuis 1943, la bataille de Stalingrad. Et donc, effectivement, il ne faudrait pas que les pays appauvris soient tentés par le communisme qui veut mettre en place un peu plus d'égalité. Et donc, pour cette raison-là, il faut les aider, ces pays, pour qu'ils soient plutôt tentés par le libéralisme et le capitalisme américain. Et la troisième raison, là, on revient au cours, elle est économique. Les États-Unis, tout seuls avec cet argent, ça va leur servir à rien du tout. Donc, ils ont besoin d'avoir des partenaires commerciaux avec qui ils vont pouvoir échanger. Surtout que eux, leur production, elle n'a pas du tout été affaiblie par la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'au contraire, ils ont produit des armes, etc. Alors, bien sûr, il va falloir reconvertir ces entreprises d'armement en autre chose, mais voilà. Et donc, ils décident de mettre en place donc, ce système de Bretton Woods. Alors, concrètement, à quoi il aboutit, ce système? En fait, Regardez. c'est le dollar en monnaie de référence et Voilà, c'est la seule qui est convertible en or. Voilà, exactement. Ça, on l'avait vu. Vous voyez, il y a toujours des liens entre les chapitres. Effectivement, le dollar est la seule monnaie de référence, puisque les États-Unis le détiennent, et c'est la seule monnaie qui est convertible en or. Et comme il est très stable, et que les États-Unis ont beaucoup de dollars, il va en 1944, on est quasiment assuré qu'il n'y aura pas de variation, d'inflation qui fait que le dollar pourra avoir une valeur faible et donc fragilisera les autres économies qui en dépendent. Et effectivement, ce système, il dure jusqu'en 1971. Alors, je sais, c'est très économique ce que je vous dis, hein, mais pour ceux qui vont faire des maths l'année prochaine ou ceux qui veulent faire des prépas ECS, etc., voilà, tout ça, ça va vous être utile. Donc, comme le dollar est la seule... Comme les États-Unis détiennent un stock d'or important, on peut faire un système où tout dépend du dollar. Et ce système, on va le voir, fonctionne pendant presque 30 ans, hein, ou le 25 ans exactement, ou le 27, excusez-moi, où le dollar, donc étant très fort, tout peut être fait en fonction du dollar. Et donc, du coup, il y a une institution qui est mise en place pour ça, c'est le GATT. Alors, il y a la Banque mondiale qui est créée à ce moment-là, et le FMI, Fonds monétaire international, et le GATT. Et le GATT, rappelez-vous, ça veut dire General Agreement on Tariff and Trade, c'est-à-dire accord général sur le commerce et les tarifs, et c'est l'ancêtre de l'OMC. D'accord ? C'est-à-dire une institution qui favorise le commerce à l'échelle mondiale. Et vous avez en dessous une carte qui montre donc les États qui ont signé les accords de Bretton Woods et du GATT. Donc vous voyez, hein, il y a une grande partie de l'Amérique. Vous avez de nombreux pays européens. Alors là, la signature, c'est à la date 47, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a d'autres pays qui ont pu se greffer par la suite. Hein. Vous avez donc... par exemple, vous avez donc l'Inde, vous avez l'Australie, vous avez donc l'Égypte, voilà, quelques pays. Sachant qu'à cette époque, attention, de nombreux pays en Afrique sont encore des colonies. Donc voilà, le système Bretton Woods, il repose sur la toute-puissance économique et financière des États-Unis. Les autres pays européens, voilà, ne sont pas grand-chose. Mais déjà, ce système est en fait en train de mettre en place finalement une gouvernance économique. Puisque pour éviter que les États connaissent l'inflation, alors est-ce que quelqu'un peut me rappeler, parce que là je parle beaucoup, l'inflation, qu'est-ce que c'est que l'inflation? C'est la fluctuation des prix dans le coût de la vie, etc. Oui, alors, oui, mais ça se traduit. Il y a plus d'argent en cours, du coup, sa valeur, elle baisse. Exactement. L'inflation, c'est quand on émet beaucoup d'argent en circulation parce qu'on en a besoin, mais le problème, c'est qu'effectivement, du coup, la valeur de l'argent baisse et donc le prix des produits augmente. Et mettre en place, excusez-moi, un système où le dollar est la valeur de référence doit permettre d'éviter l'inflation. Et c'est ce qui se passe pendant 27 ans. Voilà, il n'y a pas d'inflation. L'inflation est jugulée en Europe, aux États-Unis et évidemment dans les pays communistes, eux, ils ne sont pas du tout concernés par ça. Mais voilà. Alors, oh là là, le temps passe très vite. On va essayer de faire 4 diapos sur les 12. Donc, on va passer maintenant à la troisième pour terminer sur l'introduction. Alors, excusez-moi, c'est pareil, je suis obligée de faire... voilà. Alors, ça va être beaucoup plus bref pour cette troisième diapo. Donc, on a fait à l'accroche du sujet, on a un peu contextualisé sur la situation donc à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.
Donc le système fonctionne donc avec la toute-puissance des États-Unis en 1944 et ça dure pendant 30 ans. Et puis, c'est là où commence vraiment notre sujet, donc limite chronologique du sujet, 1975, c'est la France qui a l'idée, donc c'est la France de Valéry Giscard d'Estaing, hein, qui a l'idée, donc qui est toujours en vie, qui était à l'époque le plus jeune président de la France, il avait 44 ans, il a été dépassé depuis donc, par Macron qui avait à peine 40 ans quand il a pris le pouvoir, donc de mettre en place une véritable instance pour gérer les problèmes économiques mondiaux. Alors, on est en 1975. Pourquoi tout d'un coup il y a cette volonté? Alors, est-ce que vous avez une idée de l'événement économique qui a eu lieu quelques années auparavant, qui est à l'origine de cette décision? Voilà, alors. C'est pas le choc pétrolier? Voilà, exactement. Hein, c'est le choc pétrolier. C'est Fabien qui a pris la parole? Oui. Très bien. C'est le choc pétrolier, tout à fait, qui est à l'origine, donc qui a fragilisé les pays, on va y revenir, hein, les États, pardon, qui est à l'origine de cette décision donc, de mettre en place une sorte de club des pays les plus riches. Et au départ, ils ne sont que 6. Alors, je vous écoute. Ah oui, voilà, on en avait oublié un tout à l'heure. On avait dit Canada, etc. On a oublié un quand même, oui. Alors, je vous écoute. Quels sont ces pays, donc? De gauche à droite. L'Italie, Russie, Royaume-Uni, États-Unis, France, Allemagne, attention, c'est la RFA, hein, et le Japon. Le Canada, c'est G7, 2-3 ans après ou 1 an après, je ne sais plus, et la Russie, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est 97. Mais quand on a commencé, effectivement, le sujet, comme c'était, on partait d'aujourd'hui, voilà. Et donc, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui décide voilà, de mettre en place un sommet pour approfondir la coopération entre les États. Alors, dernière diapo, avant donc dernier point d'introduction. Alors, voilà. Et donc, problématique, comment la gouvernance économique s'est-elle adaptée depuis 1975 à la crise économique et aux défis de la mondialisation? Donc, comment la gouvernance économique s'est-elle adaptée? Alors, je ne mettrai pas le diapo aujourd'hui parce que sinon vous aurez déjà les images mais je vous le mettrai mardi, après la séance de mardi. Donc, comment la gouvernance économique s'est-elle adaptée depuis 1975 à la crise économique et aux défis de la mondialisation? Donc, je crois que c'est Lee qui l'a dit tout à l'heure, ou non, c'est Fabien, je ne sais plus. Effectivement, hein, pendant 30 ans, le système de Bretton Woods fonctionne très bien. C'est la période qu'on a appelée des 30 glorieuses. Tous les pays occidentaux connaissent un taux de croissance de 5% par an, c'est-à-dire que chaque année, leur croissance économique, c'est-à-dire leur production, est de 5% plus forte que l'année précédente, que ce soit l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis. Alors le Japon, c'est même 7 ou 8%. Alors c'est pas un pays occidental, mais il fait partie des pays très riches. Et donc, pour cette raison-là, ce qu'on appelle ça donc les 30 glorieuses, en référence aux 3 glorieuses. Donc les 3 glorieuses, c'était les 3 jours en 1830 où la France a connu donc une révolution qui a mis fin à la monarchie absolue qui avait été à nouveau rétablie après la révolution de 1789. Et donc ça dure 30 ans. En fait, non, parce que c'est 45-73, hein, le choc pétrolier 73. Vous voyez ce chiffre que je vous ai donné de 5%. Aujourd'hui, avec le Covid, on est en train de dire que certains pays occidentaux, dont la France, quel va être leur chiffre de, leur chiffre de production, enfin, leur croissance, enfin, qu'est-ce qu'elle risque? Exactement, négative, tout à fait, Élise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce chiffre de 5% des années 60-70, pourquoi alors il est si élevé? C'est que tout simplement, tout le monde s'équipe en produits de consommation. Donc les gens consomment beaucoup, ils achètent les 4 produits symboles de la société de consommation, je crois qu'on en avait déjà parlé, hein. Quelqu'un me le rappelle? C'est la voiture. Voilà, la voiture, la télé, vision, et machine à laver linge ou vaisselle, je ne sais plus, et puis le frigo, je crois, le frigo c'était déjà équipé, donc ça doit être un vaisselle et l'autre linge, donc ça fait les 4 produits symboles. Et tout le monde s'équipe en ça dans les années 50-60, donc les entreprises, bien sûr, s'enrichissent, et en plus ces produits à cette époque sont faits pour durer 10 ans, 20 ans, 25 ans, hein, alors qu'aujourd'hui ils sont programmés pour être obsolètes au bout de 5 ans, pour qu'on consomme à nouveau.
Donc, du coup, la croissance est très élevée. Depuis la crise pétrolière, et par exemple cette année, avant la crise du Covid, la croissance économique était à peu près en France de 1%. C'est-à-dire qu'elle était faible, mais elle n'était pas négative. Donc, quand on parle du mot crise, vous voyez, tous ces termes, il faut vraiment que vous les maîtrisiez, hein, vous les connaissiez, ça vous sera toute votre vie utile. La croissance, c'est l'augmentation de la production. La crise, ça veut dire que c'est une baisse de la production, mais ça ne veut pas dire qu'elle est négative. Donc, quand il y a eu la crise pétrolière, il n'y a pas eu une production économique qui se trouvait inférieure à 0, mais inférieure aux années d'avant. Et donc, ça voulait dire que la croissance, elle augmentait que de 1% ou 2% par rapport aux années précédentes. Si on prend le taux de croissance de la France en janvier 2020, il est de 1% ou 0,9, ou je ne sais plus, je n'ai pas le chiffre exact, par rapport à l'année d'avant. Mais là, on va se retrouver véritablement dans une situation apocalyptique sur le plan économique, avec une croissance négative. C'est-à-dire que il y aura justement des dettes, etc. à gérer. Alors, on a donc deux petits dessins pour introduire la problématique. Je vous écoute. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce petit dessin? Alors, c'est une caricature. Oui. Léo? On voit. J'arrive pas à lire le nom de l'auteur. Vous n'arrivez pas à voir quoi? Le nom de l'auteur, mais je sais pas si c'est important. Alors, c'est. Non, je crois pas qu'il y ait. The Eastern. Je crois pas. C'est peut-être en haut, Gado. Peut-être en Gado, haut, ouais. à droite. Ou Madame, ouais. C'est la source World Bank. Alors. Ah non, pardon, non. Mais non, c'est les World Bank. Désolée, j'avais pas vu que c'était sur la manette. Oui, c'est pas grave. Mais justement, il faut toujours faire attention quand on vous présente justement un document comme ça, de faire bien attention. Effectivement, là, il n'y a pas de date. J'ai pas de date et j'ai pas. Octobre 2006, non? C'est pas ça? Peut-être, j'ai pas fait attention. Oui, oui, tout en haut. Oui, vous avez raison. Vous voyez, voilà, bravo. Gado, et c'est Gado le. Ça doit être le dessinateur, certainement, et octobre 2006, voilà. Et alors, donc Zen, donc c'était avant. Avant. Voilà. Et puis maintenant, alors, qu'est-ce qu'on voit là? Des personnages. Oui, on a les messieurs qui sont en costume avec les valises, qui représentent des institutions mondiales, qui demandent aux trois autres personnes qui représentent les pays plus pauvres de faire des réformes économiques. Exactement. Et tout ça, en plus, c'est bien de ce chapitre. Normalement, il est ennuyeux comme tout, hyper théorique. Il arrive toujours en fin d'année, les profs donnent des polycopies. Enfin, moi, je ne donne pas de polycopies, mais parce qu'ils le trouvent très ennuyeux. Mais en réalité, je me rends compte là avec vous que, comme ça fait appel à des connaissances qu'on a vues dans d'autres chapitres, du coup, ça peut être vraiment intéressant. Alors, on a plein de choses à dire. Ces messieurs, ils représentent quoi? Donc, vous l'avez raison, la source, ensuite la date, la caricature, donc la nature, pardon. Alors, le contexte, on n'a rien dit. Donc, 2006, si, on peut peut-être dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé quelques années auparavant qui a un vrai changement? J'ai bien dit quelques années, je n'ai pas dit 15 ans, hein, donc ne remontez pas à la guerre froide. Qu'est-ce qui s'est passé en 2001 ou 2002 qui a bouleversé l'économie mondiale? On l'a vu dans plusieurs chapitres. Le 11 septembre. Non, c'est pas... Le changement de l'euro? L'euro. Non. Alors oui, c'est vrai que l'euro, vous pouvez le donner, sauf qu'il y a quelque chose qui est vraiment mondial. Vous voyez, la crise des subprimes, non? Non, c'est après, c'est 2008. Vous voyez, c'est intéressant dans vos réponses parce que tout ce que vous dites, c'est juste, mais tout ne permet pas de définir le contexte concernant ce document. Donc dire que c'est la chute du communisme, ça ne nous apprendra rien du tout. Alors oui, c'est vrai que du coup, l'échelle est plus mondiale, mais comme c'est des pays du Sud et des pays riches, ça ne nous apprendrait rien. Le terrorisme, je sais pas, ou non, plutôt 2001, le terrorisme, pareil, ça ne nous permettrait pas de comprendre le document. L'euro un peu, et surtout, c'est l'entrée à l'OMC. De quel pays? De la Chine. De la Chine à l'OMC en 2001. C'est pas en 1995? Non. Non. Alors attention, 1995, c'est le changement de nom de GATT en OMC. D'accord? C'est la création de l'OMC en 1995. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et 2001, c'est bien cela, il change.
Voilà, vous vous amusez bien, Solal, je vois. Hein. Donc, des fois, il met des personnages, des fois des chaussures. Bon, je vais pas assez vite, c'est peut-être pour ça. Alors, vous vous ennuyez, d'accord. Alors, donc, effectivement, en 2001, donc c'est l'entrée de la Chine à l'OMC. Donc, ça veut dire que là, la Chine, elle va vraiment avoir son mot à dire. Donc, voilà pour le contexte. Hein. Vous voyez, vous devez toujours dire un élément qui va vraiment permettre de comprendre le document. Et alors, avant de rentrer dans le détail, le thème. Hein. Quel est le thème de ce dessin? Le thème? Oui, le thème. De quoi il parle? De réforme. Une certaine justice sociale. Voilà. Non, pas justice sociale. Non, non. Des relations Oui, internationales. très bien, Léo. Voilà. Pour dire la même chose du document de gauche et du document de droite, c'est les relations entre les pays du Nord et les pays du Sud. Tout à fait. Et alors maintenant qu'on a fait cette présentation, effectivement, donc quelle idée est exprimée dans l'image de gauche et dans l'image de droite? Avant 2006, en gros, quelle était la situation? Ils représentent qui, ces bonhommes gros, en costume? L'IMF et la World Bank. Voilà, c'est ça. Donc les pays donc riches du Nord, industrialisés, hein, qui cherchent à imposer aux pays du Sud, vous voyez, tous les opposent. Hein. Ça fonctionne toujours comme ça, une caricature. D'un côté, on a des gens gros et de l'autre, des gens maigrichons. Voilà, on a d'un côté... Oui? Des habits assez... Exactement, très bien. Costard très, très bien. et en... Voilà, des habits en Alors costume. que là, ils et sont d'autres- pieds nus et que... Exactement, très bien. Des habits... Ils ont des habits comme s'ils allaient travailler dans les champs, etc. Exactement, très pauvres. Ensuite, on peut en déduire là leur fonction, enfin leur travail effectivement économique. On a d'un côté certainement des urbains qui sont cadres, et puis de l'autre des paysans, voilà, plus ou alors des ouvriers agricoles, ou des ouvriers même tout court. Donc troisième opposition. Quatrième opposition dans la gestuelle. D'abord, c'est ceux qui sont en costard qui désignent. Exactement, ils donnent des ordres. Et ensuite, c'est l'inverse. Exactement. Alors, on reste déjà sur la première, hein. C'est juste ce que vous dites, Guillaume, mais on reste sur la première. Donc, ils donnent des ordres et à côté, ils ont l'air un peu médusés, hein, sidérés, ils n'osent rien dire. Donc, vous voyez, on a vu Ils ont peur. 4 oppositions. Hein. Ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, alors il reste 1 minute, mais j'avais prévu de toute façon 4 images, hein, mais je vais quand même aller vite. Dans les années 70, 80, 90, les pays du Nord ont imposé aux pays du Sud de maîtriser leur inflation et leur économie. Et ils ont fait des réformes en ce but. Et c'est pour ça qu'il y a plein de pays du Sud qui ont dû, comment dire, fermer plein d'entreprises d'État. Et là, aujourd'hui, c'est le contraire. D'accord? Donc, on a les pays du Sud qui donnent des ordres aux pays du Nord, et donc la Chine, etc. Alors, on va s'arrêter là, mais vous avez vu les trois. Hein. Je suppose qu'il y a l'Asie, l'Afrique, qui est représentée à travers les trois bonshommes. Tout le monde le voit? Oui. Oui, madame. Alors, on reprendra ce qu'on a vu. C'est bon, on a été très bon, vous avez été super, sauf qu'il y avait quelques absents, c'est dommage. Si ça vous convient, vous m'envoyez un mail pour me dire tout va bien. Si vous voulez qu'on fonctionne autrement, vous me dites. Tout va bien. Ok. Madame, est-ce que Bon vous avez week-end et à vu mardi, alors. mon message? À mardi, madame. Au revoir. À mardi, au revoir. Dommage, Au Jeanne. revoir. Grave. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Pas cool. C'est pas Alors, cool. j'enlève.